Oui, parmi les grandes nouvelles de ce mardi soir, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo autorise des dispositions transitoires exceptionnelles pour gérer les nouvelles provinces. Nous l'avons dit ce mardi, la Cour a rendu un arrêt à la suite de la requête de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, sur le processus électoral. Elle ordonne notamment à la centrale électorale d'évaluer en toute indépendance et impartialité à tout le processus électoral, et puis au gouvernement de prendre sans tarder des dispositions transitoires exceptionnelles pour assurer la gestion des provinces nouvellement créées afin d'éviter le chaos. Je voudrais me limiter, m'appesantir sur la dernière précision, demander au gouvernement de prendre des dispositions transitoires exceptionnelles pour assurer la gestion des provinces nouvellement créées. Cela en l'absence de l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de ces nouvelles provinces. Kayamba Chichi, professeur de droit constitutionnel à Madrid, en Espagne. Vous êtes congolais, vous le restez. Vous n'avez pas eu une autre nationalité, justement. Vous restez attaché à votre pays. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Un petit commentaire sur d'abord cet arrêt, en quelques mots seulement, parce que ce n'est pas notre sujet du jour. Oui, merci. D'abord, un premier élément, c'est que c'est une information qui est apparue ce matin dans la presse, donc on n'a pas encore l'arrêt. Je crois que pour plus de prudence, il faudrait lire l'arrêt dans son contenu et puis essayer de l'analyser un peu en profondeur. Mais d'emblée, je trouve que la Cour n'a pas à donner de conseils. La Cour statue. Elle dit le droit. Oui. Mais là, nous voyons qu'elle évite un peu de dire le droit. Elle conseille, elle donne des conseils. Non, elle ordonne. Elle ordonne. Elle ordonne et puis elle demande elle ordonne d'évaluer. Oui, la Cour demande de prendre sans tarder des dispositions transitoires exceptionnelles. C'est un arrêt flou qui ne dit pas grand-chose. Pour vous, ça devait être quoi, finalement? Écoutez, pour une Cour qui s'est dit gardienne de la Constitution, quand il y a un conflit de cette nature, la Cour doit départager les parties en donnant raison ou tort selon la saisine. Mais cette fois-ci, la Cour joue un peu... Ça, ce n'était qu'une requête de la CENI. Oui, mais c'est-à-dire, oui, c'est un contentieux constitutionnel. Au fait, on se présente devant la Cour quand il y a un contentieux. Donc, dans ce cas-là, il y a deux parties. Il y a le gouvernement et la CENI. Il y a un contentieux, c'est-à-dire un litige sur lequel la Cour doit statuer. Est-ce que vous croyez vraiment que la Cour a statué? Non. Elle ordonne d'évaluer. En fait, elle donne des conseils, évaluer, essayer un peu de voir ce qui peut se faire dans l'urgence. Elle ordonne à la CENI d'évaluer en toute indépendance et impartialité le processus, tout le processus électoral, ce qui va appeler au réaménagement du calendrier électoral global. Ça veut dire que la Cour n'a pas été en mesure de décider, de se prononcer réellement. Elle donne des conseils pour que la CENI fasse de son mieux, le gouvernement prenne sa responsabilité et on verra ce qui va en aboutir. Mais au fait, c'est une solution tout à fait partielle. La solution n'est pas définitive. Et quand on autorise justement des dispositions transitoires exceptionnelles pour gérer les nouvelles provinces, pour vous qui êtes juriste, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Vous savez, le grand danger dans ce cas, c'est d'employer des termes vagues, des termes confus. Hein? Que veut dire exceptionnel? Que veut dire transitoire dans un régime qui est déjà établi constitutionnellement? Qu'est-ce qu'on veut dire au gouvernement? Réellement. On veut dire au gouvernement, si je peux tout le processus en quelque sorte, et revenez vers moi une fois l'évaluation faite. Alors, entre les lignes, cela signifie tout simplement que le gouvernement peut, dans un premier temps, nommer des gouverneurs. C'est la question que je pose. Nommer des gouverneurs à titre provisoire ou placer les inspecteurs territoriaux comme des gouverneurs intérimaires pour éviter justement le vide, parce que la nature a horreur du vide. Écoutez, on est dans un régime constitutionnel. Les modes de désignation des acteurs politiques est déjà établi dans la Constitution.
Ce mode-là, c'est l'élection. Si on passe outre l'élection, alors ce n'est plus constitutionnel, c'est anticonstitutionnel. On dit que ce sont des mesures, des dispositions transitoires exceptionnelles. C'est un cas de force majeure. Pour vous, les juristes, vous employez des termes comme ça. Est-ce que ce n'est pas un cas de force majeure? La Cour veut-elle nous dire qu'il y a une situation d'urgence qui induirait à prendre, c'est-à-dire à protéger l'État, c'est-à-dire vers un état d'urgence? Je crois que les conditions ne se donnent pas, ni pour un état de site, ni pour un état d'urgence. Donc, je crois que la réalité du terrain n'appelle pas à un état d'urgence, encore moins à un état de site. Donc, il n'y a pas de mesures exceptionnelles s'il n'y a pas une réalité exceptionnelle. Ceux qui sont l'improvisation, l'incapacité, ce n'est pas une mesure exceptionnelle. Au-delà des contraintes financières, ceux qui sont appelés à élire ces gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces sont des députés hors mandat. Écoute, là, moi, je trouve que c'est une question de responsabilité. Dans notre pays, j'ai l'impression qu'on ne prend pas très en compte la responsabilité, surtout la responsabilité politique. On s'est demandé une seule fois qui est responsable de cette situation et quelles sont les conséquences de cette irresponsabilité ou bien ce manque de diligence. C'est-à-dire, pour un gouvernement qui n'a pas été capable de prévoir cette circonstance, ce n'est pas un gouvernement crédible, à mon avis. C'est votre lecture, en toute indépendance, comme la Cour le demande ou l'ordonne à la CENI. On aborde ce sujet, ça vaut quand même la peine, la résolution des crises politiques à notre pays, à la veille du dialogue, qui est incontournable, même si néanmoins dans Sémi se désengage. Bon, c'est ça la démocratie. La première République, c'est notre cas d'illustration. Avant d'arriver aux plus grandes leçons à tirer pour les jeunes générations, M. Kayamba, on en parle quand même. Je suis à votre disposition. Je crois que c'est un sujet très intéressant parce qu'en ce moment où le peuple congolais est buté, où il y a ces défis à relever, ces écueils à évincer à travers l'incapacité d'arriver à des élections apaisées, à travers la proposition du dialogue, c'est-à-dire cette sorte d'impasse qui est prévisible, on parle du dialogue, on parle de solutions. Moi, je crois qu'on doit faire une rétrospective pour comprendre que dans notre histoire, dans notre vie, notre histoire constitutionnelle, notre histoire politique, il y a quand même il y a eu des moments de crise, et même beaucoup plus graves. C'est important de savoir quels étaient les mécanismes qui ont été adoptés par les acteurs politiques impliqués dans ce temps pour résoudre ce genre de crises, ce genre de problématiques. La Première République était caractérisée par des crises sans précédent, un président qui démet son Premier ministre, le Premier ministre et vice-versa va démettre le président de la République. On dit que Kasavubu n'avait pas l'aval du Parlement. Il y a eu une sorte de cacophonie. Aujourd'hui, avant de parler de ces leçons, vous maîtrisez bien cette histoire. Et la résolution de ces crises a été quand même formidable pour des Congolais qu'on dit quand même un peuple héroïque. Oui, nous avons une histoire très riche, riche en enseignements, comme je viens de le dire. Mais dans le cas de la Première République, moi je crois qu'il faut situer les germes de ces conflits dans la loi fondamentale elle-même. D'abord, il y a eu la table ronde de 1960 qui avait pris des résolutions. Alors il faut voir comment ces résolutions ont été transposées dans la loi fondamentale, qui est une loi octroyée par le Parlement belge. C'est-à-dire que les acteurs politiques congolais se sont réunis autour de la table ronde, ils ont pris des résolutions, surtout dans la commission politique, ils ont pris des résolutions, ces résolutions ont été transmises au Parlement et les parlements devaient encore débattre et les mouler, les donner la forme d'une loi. Mais les Congolais n'ont pas participé dans ces débats parlementaires, c'est-à-dire les débats se faisaient au sein du Parlement belge. Donc, il y a certaines résolutions qui n'ont pas été fidèlement reportées dans la loi fondamentale et il y a d'autres qui n'étaient même pas proposées par les Congolais. Par exemple, le pouvoir législatif.
la commission politique avait proposé que le pouvoir législatif repose dans les deux chambres, alors que dans la loi fondamentale, on a ajouté le président de la République qui était le chef de l'exécutif, on l'a associé au pouvoir législatif. Donc il y avait les chefs de l'État et les deux chambres réunies qui composaient le pouvoir législatif. C'est que le Congolais n'avait pas proposé. En plus, par exemple, le pouvoir constituant... Donc le chaos était déjà préparé à l'avance dans une sorte d'anticipation par les Belges pour amener Kasavubu à démettre Lumumba et puis Lumumba à faire ce qu'il a fait pour plonger le pays dans le chaos. Moi, je soutiendrai la thèse d'une tricherie. Au fait, on a dupé le peuple congolais. Le peuple congolais a pris des résolutions à la table ronde. Ces résolutions ont été, disons, changées carrément ou simplement on en a ajouté. À part l'exemple du pouvoir législatif, donc M. Kasavubu avait aussi un pouvoir constituant. La propre constitution disait le pouvoir constituant repose dans les deux chambres et les chefs de l'État qui en avaient même le droit de veto, chose que les Congolais ne savaient. Et cette tricherie se repose aussi, vous savez, on a parlé d'une démocratie parlementaire. Dans toute démocratie parlementaire, c'est la majorité. C'est la majorité, c'est-à-dire les partis, les groupes politiques qui ont la majorité au Parlement, qui proposent tout au moins les candidats, ou le président ou le chef de l'État consulte les regroupements politiques qui ont constitué la majorité. Mais la thèse de tricherie, c'est que sous la loi fondamentale, l'article 43 de la loi fondamentale disait qu'en cas de motion de défiance, les ministres remettent leur démission au Premier ministre qui, à son tour, les remet au chef de l'État. Vous comprenez? C'est-à-dire que la procédure de nomination, c'était en cas de motion de défiance. Alors que M. Kasavubu... Procédure de démission ou de... Défiance, motion de défiance. C'est-à-dire quand le gouvernement n'a plus la confiance du Parlement. C'est-à-dire les ministres remettent leur démission au Premier ministre et le ministre à son tour au chef de l'État. L'article 43 de la loi fondamentale. Alors que l'article 22 énonçait que les chefs de l'État nomment et révoquent le Premier ministre et les ministres. Voilà, mais elle n'a pas précisé dans quelles conditions. Vous comprenez la tricherie. Et M. Kasavubu a interprété, évidemment, l'urgence politique du moment pour appliquer sous sa propre initiative l'article 22 qui disait le chef de l'État nomme et révoque le Premier ministre. Alors qu'on peut se dire dans quelle démocratie on peut révoquer un Premier ministre qui jouit encore de la confiance du Parlement. Ça ne se fait pas dans une démocratie normale. Et puis, on peut encore dire, vous savez, il y avait déjà le décor du chaos a été planté par la Belgique. Vous savez. C'était une sorte de piège dans le foufou, où les guilles placées dans le foufou, bon, pour ceux qui... Piège et tricherie. Vous savez, après les élections, M. Lumumba avait déjà la coalition majoritaire. M. Lumumba n'avait pas été appelé à constituer le gouvernement. C'est plutôt M. Kasavubu qui n'avait pas la majorité au Parlement que le roi belge avait appelé et nommé comme formateur. Donc Lumumba a été nommé comme formateur seulement quand Kasavubu n'a pas été en mesure de constituer le gouvernement. Donc le roi a appelé M. Kasavubu qui n'avait pas la majorité parlementaire. Et c'est sous cet échec qu'on a appelé Lumumba. Donc, il y avait une volonté politique manifeste de ne pas appeler celui qui avait la majorité au Parlement. La résolution de cette crise, ça a été un échec ou